Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, 5 minutes de retard, je vais vous dire tout de suite pourquoi. J'ai remarqué que le dernier email que vous avez reçu il y a 15 minutes était erroné. L'adresse de connexion était erronée, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un bug de mon côté lors de la préparation. Et donc j'ai un peu paniqué en me disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'ils vont pouvoir se connecter s'ils n'ont pas gardé les emails précédents qui semblaient être corrects? Donc voilà, j'étais en train d'essayer de résoudre le problème pour envoyer un email de secours rapide en disant voilà, les derniers emails n'est pas correct, c'est celui-ci dont le lien est correct. Mais je vois que visiblement, vous êtes à peu près tous inscrits, donc c'est très bien. Il y avait 10 inscrits, j'en ai 6 ici, c'est très bien. Donc, enfin bon, j'espère que les 4 autres ne se sont pas perdus. Alors, un conseil, dans les prochains webinaires que je ferai, gardez toujours tous les emails que je vous envoie, car une erreur peut encore survenir dans l'un ou l'autre, et donc à ce moment-là, vous voyez les autres et vous corrigez vous-même si vous rencontrez quelque chose qui vous semble bizarre. Voilà. Bien, alors, dites-moi ici dans le chat si vous m'entendez bien. Voilà, bonsoir Yves, de la part de Philippe et Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, bonjour Philippe. Bonjour Philippe Lefebvre aussi. Jean, bien, sinon, bon, ceux qui ne pourront pas nous rejoindre, ce n'est pas très grave, ils auront le replay, en croisant les bras, qu'ils auront le bon lien à ce moment-là. Bien, alors je vous conseille ce soir de prendre de quoi boire, n'importe quoi, du coca, de la bière, de l'eau, enfin tout ce que vous voulez, de couper tout ce qui peut perturber votre bande passante. Donc vous dites à votre épouse, à vos enfants, à vos voisins, à vos amis, à votre chien, à votre chat, même à votre poisson rouge, de couper les connexions pendant ce webinaire, ce qui permettra de dégager donc de la comment est-ce qu'on dit ça encore, de la bande passante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et surtout pour ceux qui n'ont pas une connexion ultra rapide. Ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce que j'allais encore dire? Oui, de prendre un carnet et un stylo ou un crayon pour prendre éventuellement des notes. Vous pourrez poser des questions dans le chat en question. Et à ce moment-là, bien, j'y répondrai à la fin de cette conférence. Alors, j'ai un ami que certains connaissent peut-être déjà, d'autres pas, peu importe, qui m'a envoyé une petite vidéo de Gak sur le Bigfoot. Il m'a dit, tu peux, voilà, j'ai créé ceci, tu peux la diffuser lors de ton webinaire, ça n'est pas un problème. Oui, oui, oui. Alors, mon ami en question, Olivier, est complètement déjanté. Il fait toujours des trucs absolument extraordinaires. Ça fait des années que je le connais et on se demande parfois, mais où va-t-il chercher toutes ces idées? Je passe les détails d'événements qu'il m'a créés à son anniversaire, des trucs comme ça. On arrive là, puis on se dit, mais où est-ce que je suis tombé ici? Bon, alors il manque pas d'imagination et c'est toujours assez génial. Donc, je vous présenterai ce petit, oh, ça dure 1 ou 2 minutes, je ne sais plus exactement, cette vidéo tout à l'heure en copie d'écran, puisque YouTube ne me permet plus d'être associé avec WebinarJam, qui est ma plateforme de webinaire. Bien, alors, il y aura donc 2 parties à cette conférence. C'était une première partie, un peu un résumé sur ce qui est connu sur le Bigfoot, les témoignages, etc. Et après, on verra si l'on peut créer un canular, puisque certaines personnes disent « Oh, mais le Bigfoot, ce ne sont que des canulars. » Et j'ai encore eu des remarques récemment « Oui, mais si ça existait, on l'aurait déjà. Il y aurait déjà des squelettes. On aurait, depuis le temps que ça existe, donc ça ne peut être qu'un canular monté de toutes pièces ou des confusions avec des animaux comme les ours, etc. » On ne parlera pas des confusions ce soir, on parlera uniquement de comment construire un canular et si le Bigfoot est possible en tant que canular, surtout qu'il a une durée de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Effectivement, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a peut-être des nouveaux éventuellement parmi nous.
Virginie Caillot, François-Xavier Pelletier, ça fait fort longtemps qu'on ne sait plus, je crois que c'était en 2001, donc ça remonte quand même. Qui encore se trouve ici? Jean Rojon se connaît super bien. Alors voilà, alors nous avons au total, combien est-ce que nous sommes au total? Bon, j'ai pas la nuance ici, mais c'est, attendez, je vais voir. Ben, il y a 6 participants sur 10. Bon, ben, les 4 autres, nous rejoindront. Alors, il y en a un qui s'est inscrit sans doute en dernière minute. Alors, il viendra nous rejoindre où il aura, comme je l'ai dit, la copie, enfin, le replay. Bien, alors, donc, vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout est parfait? Oui, oui, oui. Et on peut y aller alors? Dites-moi si on peut y aller. Son image, ok, génial. Alors, bon, je vais lancer la première série de diapositives. Et ensuite, nous verrons, j'aurai une troisième partie, en fait, qui aura, si on peut dire, une deuxième partie bis, qui a une proposition intéressante à vous faire. Voilà, le Bigfoot, c'est-il un canular et rien de plus? Alors, premier chapitre, petit rappel historique. Et effectivement, les témoignages sur le Bigfoot arrivent au début du 19e siècle avec un tout premier témoignage qui est un témoignage de l'explorateur David Thompson, date de naissance et de décès 1770-1770 pour les Belges, 1857. Et il rapporte que le 7 janvier 1811, il a découvert des empreintes, une série d'empreintes en quelque sorte, présentant 4 orteils et des griffes. Alors, un Sasquatch, on sait que normalement, comme nous, a 5 orteils. Alors, peut-être que cet orteil n'a pas été imprimé en question, ou peut-être a-t-il eu un accident. Et la question des griffes, peut-être avait-il les ongles longs, c'est possible. Mais on n'a pas plus d'informations sur le sujet. En tout cas, les Indiens, les guides indiens qui l'accompagnaient disent qu'il ne s'agissait absolument pas d'un ours. Et on peut leur faire confiance à cette déclaration. Et bon, aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur cette empreinte en question. Est-ce que c'est un Bigfoot ou quelque chose absolument inconnu jusqu'à présent? Alors, le premier témoignage vraiment réel que l'on nous a, qui a été répertorié et que l'on connaît, c'est un témoignage qui a été publié dans l'Exeter Watchman en 1818. Et donc, c'est un périodique qui a été publié, je ne sais pas si elle existe encore dans l'État de New York. Et voici ce que il relate. C'est très court comme article, mais ça présente beaucoup d'éléments qui sont connus aujourd'hui dans des témoignages beaucoup plus récents et dans des témoignages actuels sur le Bigfoot. Voilà la traduction en question. On rapporte que dans les environs de Hillsburg, le 30 août, un honorable gentleman a vu un animal ressemblant à l'homme sauvage des bois. On raconte qu'il est sorti des bois à quelques pas de ce gentleman, qu'il se dressa et le regarda avant de bondir dans une direction qui permit au témoin d'en avoir une vue parfaite en un instant. Il courait penché en avant, il était velu jusqu'aux orteils et le talon étroit, et il avait le talon étroit. Des centaines de personnes se sont lancées à sa poursuite pendant des jours, mais on ne le vit plus ni n'entendit plus parler. Voilà, alors le témoignage, c'est l'homme sauvage des bois. Ça, c'est un nom, on ne connaît pas encore à l'époque, on verra pourquoi, on ne connaît pas encore ni le terme Sasquatch ni Bigfoot, on est en 1818. Il est velu, il se court visiblement sur ses 2 jambes et penché vers l'avant. Il est velu, donc entièrement velu, et bon, le talon étroit, ça, c'est un peu discutable d'après ce que nous verrons tout à l'heure, mais pourquoi pas. Alors, à partir de 1830, on a énormément de journaux locaux qui relatent des témoignages concernant des rencontres avec des hommes sauvages, white men, avec, alors on ne sait pas toujours si Whiteman c'est un homme sauvage, donc un Bigfoot, ou si c'est un homme ensauvagé, du style prisonnier échappé, du style homme, je dirais, de fou, on
va dire ça comme ça, des malades mentaux qui se sont réfugiés dans la forêt, marginaux, on ne sait pas très bien, le terme de white man n'est pas précis, sauf s'il mentionne que la personne en question est velu, que la rencontre c'est un homme velu, comme dans le témoignage ici, et à partir de 1845, on précisera éventuellement que c'est un gorille ou c'est un animal ressemblant à un gorille. Alors là, le doute n'est plus permis. Alors pourquoi un gorille? Parce que dans ces années-là, donc 1845, dans cette zone-là, 1842, si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là que l'on découvre pour la première fois du moins en Europe l'existence du gorille des plaines. Alors bon, on fantasme beaucoup autour de ce gorille en question et fantasme que l'on retrouvera notamment dans les romans d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan, ou dans certains romans, les gorilles enlèvent des Africaines, etc., pour les amener dans la jungle. Et bon, ça c'est une des légendes qu'on a autour des gorilles. D'ailleurs, j'ai vu il y a d'ailleurs une statue au musée de l'Afrique centrale à Tervuren, donc en Belgique, près de Bruxelles, où on voit effectivement un gorille ou un grand singe, ça semble être un gorille, avec une femme dans les bras, le prenant le bras droit et l'autre, il se tient sur son poing gauche et il ouvre la mâchoire. Et cette femme a l'air de se débattre, c'est une Africaine, bien sûr, avec des bijoux, etc. Elle semble se défendre. Bon, ça, ce sont dans les mythes africains concernant le gorille. Alors, suivante, on parle aussi, ça c'est répertorié, et ça a été ramené par le président américain Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Il dit avoir dans ses mémoires, il dit d'avoir rencontré un ancien trappeur, un vieux trappeur vers les années 1890-1895, qui lui a raconté une histoire tout à fait extraordinaire qui lui était arrivée dans sa jeunesse, donc vers 1850, où il était parti avec un compagnon chasser le castor quelque part, je crois que c'est au Canada si mes souvenirs sont bons, et ou dans cette région frontalière, et que, mais je peux me tromper d'endroit, est-ce que c'est le Canada ou c'est l'Ohio, je ne sais plus. Et il dit que donc il a eu une aventure absolument extraordinaire au moment où les Indiens lui avaient déconseillé d'aller dans un endroit précis en disant que là, dans la montagne, un mois avant, il y avait eu des trappeurs qui avaient disparu sans laisser de traces et il lui déconseillait, et ainsi qu'à son compagnon, de se rendre par là. Et comme il avait entendu qu'il y avait beaucoup de castors dans cet endroit-là, alors, dans cette zone-là, on est encore à l'époque, mais c'est déjà la fin de la capture de castors, on est déjà vers la fin de ce qu'on appelle les trappeurs. Donc, il va placer des pièges dans les différents étangs. Et un jour, il revient donc de ces pièges, et je résume, et il trouve qu'il y a eu des bouleversements au camp en question, etc., et que tout a été un peu retourné. Et pendant que son compagnon allume le feu pour le dîner du soir, pour le repas du soir, il examine d'un peu plus près les empreintes et il les trouve curieuses, ne ressemblant à aucune empreinte qu'il connaît. 5 orteils particulièrement grandes, etc. Et plus tard, ils vont décider, des événements vont se passer durant la nuit, etc. Ils vont entendre des bruits, des cris, etc. qui ne parviennent pas à identifier, et ils décident de quitter le camp, mais d'abord de relever les pièges. Ce qu'ils font. Et Bowman dit à son compagnon à un certain moment, écoute, va terminer de lever le camp, de préparer les affaires, d'aller seller les mules et les chevaux. Moi, je termine ici de relever les pièges, je viens te rejoindre après et on se tire. Et quand il revient au camp, il appelle son compagnon qui ne répond pas, il le trouve massacré, visiblement, on s'est acharné sur lui. Donc Bowman prend son fusil, la seule chose qu'il prend, et déguerpit vite fait, va rejoindre les chevaux un peu plus bas, et les mules, et déguerpit vite fait. Roosevelt dit que quand Bowman racontait son aventure, on en était encore traumatisé 50 ans plus tard, près de 50 ans plus tard. Alors, autre histoire également,
C'est l'affaire Albert Haussmann. Donc, c'est un prospecteur qui raconte avoir été enlevé par une famille de Bigfoot en 1924, alors qu'il explorait justement une région, une zone de la côte du Canada, et de la côte ouest du Canada et du côté au-dessus de Vancouver. Hein. Et donc à ce moment-là, ces Bigfoot l'ont gardé pendant près d'une semaine prisonnier dans une vallée en question, qu'il a réussi à s'échapper en empoisonnant entre guillemets le gros mâle en question avec du tabac. Qui est du tabac prisé, du tabac qu'il avait en poche. Le mâle a pris la tabatière et l'a avalé directement et il en a eu des nausées tellement que Bowman a pu s'échapper en question. Alors, il raconte certains faits qui n'ont été relatés que par des témoins que beaucoup plus tard et qui étaient inconnus sur le Sasquatch à l'époque. Ceux qui, selon certaines personnes à qui il a parlé, crédibilisent son histoire. Parce que bien sûr, certains ont dit oui, mais non, il a inventé tout ça, c'est pas vrai, etc. Mais les détails, visiblement, au moment où les premières interviews d'Haussmann ont été faites, n'étaient pas connus. Bien, alors, il y a l'étrange rencontre de William Roux en 1955. William Roux décide de partir chasser dans les montagnes rocheuses du côté de Ted John Cache, donc dans le nord de la Colombie-Britannique, plutôt nord-est de la Colombie-Britannique. Et il s'avance dans une clairière où il va se cacher, comme ici dans l'illustration, derrière un buisson. Quand il voit surgir de la forêt une créature bipède, velue, une femelle visiblement, qui se dirige vers des arbres et compagnie et commence à manger, en amenant à sa bouche avec ses lèvres les feuilles, commence à manger des végétaux. À un certain moment, la femelle va se retourner, va le regarder et va faire une grimace qui semble être un sourire et va rejoindre la forêt. Alors, le gars se renseigne, Roux se renseigne en question, car il croit à ce moment-là qu'éventuellement une compagnie de cinéma peut tourner un film, mais non, personne ne tourne de film à cet endroit-là, cette année-là, donc du côté de Ted John Cache. Autre histoire, là en 1958 naît le terme de Bigfoot, si on peut dire, suite à l'affaire de Jerry Crew. Alors Jerry Crew est un ouvrier de chantier qui un matin, en rejoignant son bulldozer en question, donc on crée une route du côté de Willow Creek dans cette zone-là, donc au nord de la Californie. Il rejoint après le week-end son engin de campagne, son engin de route en question, son engin de chantier. Il voit de grandes empreintes autour de la machine en question. Il prête pas trop attention, croyant que c'est une blague qu'on lui fait, que des collègues lui font. Mais ces empreintes vont revenir quelques jours plus tard et il va pouvoir en prendre un moulage. Alors, ça va faire grand bruit dans la presse locale et puis dans la presse mondiale. John Green, que l'on voit ici sur la photo de droite, en train d'examiner l'empreinte que Jerry Crew, que l'on voit donc sur le côté gauche ici, qui tient l'empreinte en question, va commencer des enquêtes et recueillir des centaines de témoignages. Et je crois que ça reste aujourd'hui une des bases principales. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Malheureusement, John Green est décédé il y a quelques années. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2003. Et il va donc publier un énorme ouvrage, ou d'énormes ouvrages, où il relate tous les témoignages qu'il a recueillis durant plus d'un demi-siècle. Alors, affaire suivante, c'est la plus connue probablement, c'est le film de Patterson Gimlin. Alors, tout le monde le connaît. Alors, dites-moi dans le chat si quelqu'un ne le connaît pas. Alors, je reviendrai sur les questions tout à l'heure. Hein. Alors, dites-moi si quelqu'un ne connaît pas le film de Patterson Gimlin. Je passe principalement aux nouveaux. Les anciens, bien sûr, comme Jean Roche, ne connaît que celui-là. Pas tout à fait vrai, mais enfin bon. Voilà. Alors, apparemment, tout le monde semble connaître le film. OK.
Sinon, moi, j'en avais une copie ici, mais je ne vous la passerai pas si tout le monde le connaît. Ok, parfait. Sinon, tout à l'heure, je pourrais toujours le présenter au cas où. Il est incontournable. Ah, Virginie me dit qu'il est incontournable. Effectivement, il est incontournable, surtout qu'aujourd'hui, on a des copies. Moi, en tout cas, j'ai une copie qui est une très bonne copie du film par rapport à toutes les copies qu'on a pu voir sur YouTube et compagnie pendant 50 ans, qui ont été des copies de copies de copies de copies. Et à l'époque, quand on faisait des copies sur la bande magnétique, ben, on perdait de la qualité. Donc aujourd'hui, avec le digital, une fois qu'on a digitalisé un film, comment est-ce qu'on appelle ça, un film, allez, le terme m'échappe. Eh bien, à ce moment-là, ben, on est capable d'en garder une copie tout à fait excellente si on a l'original. Alors, histoire suivante, bon ben voilà encore un détail du film de Patterson, c'est que visiblement il semblerait que ce soit une femelle, puisqu'elle présenterait, d'après les études qui en ont fait, une paire de seins assez développée quand elle se retourne pour regarder Patterson. Bon, la question est-ce que c'était une femelle qui attendait famille ou bien est-ce qu'elle avait déjà des jeunes? Est-ce que les poitrines sont permanentes comme chez les humains ou bien sont occasionnelles au moment où elles allaitent ou bien où elles attendent famille comme chez les chimpanzés et les gorilles par exemple? Là, la question reste ouverte apparemment, mais il semblerait plutôt que ce soit des poitrines permanentes comme chez l'Homo sapiens. Pour les autres espèces humaines, nous n'en savons rien. Du passé, nous n'en savons rien. Bien, alors en octobre 2000 de Skookumcast, alors c'est une expédition qui part à la recherche du Bigfoot dans le nord de l'Ohio, si mes souvenirs sont bons. Et à ce moment-là, bien, ils décident, après différents événements, donc il y a eu des cris qu'ils ont entendus, ils ont eu un événement d'infrason également assez violent. Donc, un des protagonistes, des membres de l'expédition a été projeté sans que personne ne le touche, a été projeté violemment contre un véhicule, etc., etc. Alors, ils décident à ce moment, dans cette zone-là, de créer une espèce de mare artificielle boueuse et de mettre au centre des pommes, comme appât. Ils vont revenir sur la zone quelques temps plus tard, le lendemain ou le surlendemain, et ils vont découvrir que effectivement, il y a des traces de quelque chose qui a été chercher les pommes en question. Alors, en 2001, on n'avait pas encore vraiment, ça commençait, mais bon, c'était encore très cher de faire des analyses génétiques. Aujourd'hui, on ferait des analyses ADN tout de suite, car ils retrouvent effectivement des restes de pommes autour de l'endroit. Alors, Jeff Meldrum, qui nous a quittés cette année-ci, l'année passée, pardon, malheureusement, à un âge trop jeune, il n'avait que 67 ans, donc c'était trop jeune. On a fait des moulages, etc., avec du plâtre que l'expédition avait emporté, et on voit ici les différentes zones qu'ils ont repérées, et selon eux, voilà ce qui est arrivé. Donc, un Bigfoot se serait penché pour aller chercher les fruits en question, laissant, comme il l'indique ici, dans la figure de droite, d'après la représentation qu'ils analysent, les marques du pied, de main, de genoux, etc. Bien, alors ça a été contesté par certains disant que c'était des cerfs, en fait, au style cerf de Virginie ou Wapiti. Bon, c'est toujours dans des cas où on ramène des preuves de quelque chose, il y a toujours des gens qui vont dire, les scientifiques, oui, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, parce qu'ils partent du principe que le Bigfoot n'existe pas, ce n'est que d'un canular. Alors, suivant nos expéditions. Et là, moi, c'est les plus importants pour moi en ce qui me concerne, parce que c'est ça qui m'a convaincu de l'existence, moi, du Sasquatch. Alors, en 2005, nous partons, je dis nous, c'est le professeur Brennick, mon ami Benoît Lurquin, Benoît Lurquin, nous partons au Texas, nous allons rejoindre des chercheurs de Bigfoot là-bas, au Texas.
Nous avons découvert une empreinte en tout cas de pieds nus que vous voyez ici, donc avec la comparaison d'un pied. Alors c'est une empreinte d'un pied normal, c'est pas très grave, dans le sens que bien sûr il y a des femelles, il y a des adolescents, il y a des jeunes chez les Bigfoot aussi, et c'est normal. Sinon là ce serait plutôt étrange qu'il n'y en ait pas. Donc voilà, c'est un pied. Alors au Texas, moi je crois pas qu'il y a de grand monde qui marche à pieds nus dans les forêts. Hein, même les Amérindiens n'ont jamais marché à pieds nus, contrairement à ce que l'on croit. Ils avaient toujours des mocassins, que ce soit dans les plaines ou dans les forêts. Alors, nous avons eu aussi le comportement anormal d'un chien ou d'une chienne, plus exactement, dans notre camp. Un soir, et c'était lié à un autre événement, un soir, il y a une chienne, on entend un chien pleurer, et puis on aperçoit sous notre véhicule 4x4, sous notre SUV, j'aperçois en tout cas des yeux, et sort du SUV au bout de quelques minutes une chienne ou un chien. Là, je ne savais pas que c'était une chienne qui vient se réfugier dans notre camp et passer la nuit dans le camp. Le lendemain matin, nous, on allait partir, donc je n'avais plus rien à lui donner à manger. Tout était emballé, tout était liquidé, malheureusement. Et son propriétaire vient la rechercher à un certain moment. C'était d'un chien qui avait participé à une chasse aux cochons sauvages l'avant-veille ou la veille et qui s'était perdu. Donc, il était réfugié chez moi. Mais ce qui nous a inquiété, chez nous plutôt, mais ce qui nous a inquiété, c'est que c'est ces manifestations d'un chien qui a visiblement peur. Alors, on a fait des enregistrements de son cri. C'est vraiment un jappement comme un chien qui a peur de quelque chose. Or, quelques minutes avant, Léon Brénic qui était avec moi, qui faisait donc le night shift, donc l'affût de nuit, me réveille en me disant hey, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une tête au-dessus des buissons, etc., quelques minutes avant que le chien ne se manifeste, effectivement. Et le lendemain matin, nous trouverons dans l'herbe, effectivement, une piste en quelque sorte. Mais elle n'est pas suffisamment claire pour que nous puissions faire un moulage ou quelque chose comme ça. Alors, quelque chose qui m'a intrigué plusieurs années plus tard, quand j'y ai réfléchi, et j'ai heureusement ramené des éléments, c'est que nous avons découvert à une occasion, lors d'une exploration en forêt, on passait sous des buissons et nous sommes tombés sur un véritable ossuaire. À ce moment-là, quand j'étais au début de mes recherches, ça ne m'a pas marqué. J'ai dit, tiens, il y a des carapaces de tortues, il y a des fémurs de cerf, il y a des crânes de cerf, plusieurs, etc., etc. Ça ne m'a pas marqué au moment même, mais c'est après que je me suis dit, mais finalement, c'est pas normal. Je ne vois pas pourquoi toutes des tortues, des cerfs, etc. Alors, c'était sur une surface quand même de plusieurs mètres, sous un buisson, mais vraiment sous une série de buissons, comme si on voulait les cacher. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas normal, effectivement. On a aussi découvert le cadavre d'une truie de cochon, de sanglochon, donc de croisement de sanglier et cochon. Il y en a beaucoup. Au Texas, il y en avait 2 millions à l'époque. Et cette lait en question avait été à moitié dévorée. 3 jours plus tard, il n'y avait plus aucune trace. J'ai des photos, je ne les présente pas ici dans cette occasion, puisque c'est pas le sujet vraiment. Alors, en 2006, moi, je pars pour la première fois en Colombie-Britannique, et lors d'une visite au Sasquatch Provincial Park, nous découvrons, parce que je vais rejoindre un ami canadien que j'avais rencontré lors d'une autre expédition en Norvège. Oui, c'était pas sur le Bigfoot, c'était sur un autre sujet, 1 an ou 2 ans avant. Je viens de le rejoindre et nous allons donc une après-midi explorer, faire une visite au Sasquatch Provincial Park. Sasquatch Provincial Park, ça ne s'invente pas, il existe réellement. Et là, comme bien nommé, je découvre pour commencer une vague empreinte, mais pas trop bien dans un amas de roseaux après une rivière. Et ensuite, sur le sable d'une petite plage, je trouve les premières empreintes de pieds nus, de petite taille, donc ce sont visiblement des empreintes d'enfants. Alors je vois pas très bien là-bas comment des enfants auraient pu arriver, puisque pour atteindre cette plage, soit il faut passer par la forêt, ce qui est assez périlleux, et par des montagnes, nous on l'a fait, c'est pas évident, soit traverser en canot. On pouvait toujours le faire, mais je vois pas très bien ce que des enfants auraient fait là. Mais bon, visiblement, j'ai montré ces empreintes à Philippe Coudray qui me dit non, c'est effectivement autre chose, ce n'est pas des empreintes humaines. Surtout
qu'à quelques mètres de là, je découvre une gigantesque empreinte, 2 pieds, 47 cm de long, 23 de large, profondeur du talon, 8 à 10 cm. Voilà. Donc, j'ai pris toutes les mesures en question. J'ai également fait un moulage qui a un peu mal terminé, je n'en ai plus que des pièces, parce que le ramenant dans ma valise, j'ai récupéré ma valise 2 jours plus tard, oui, et pas le jour de mon atterrissage, et j'ai vu que visiblement elle avait été fouillée. Peut-être que des douaniers se sont imaginés que c'était de la drogue, que sais-je. Effectivement, quand j'ai voulu reconstituer ce qui restait de l'empreinte, il me manquait des morceaux. Donc, visiblement, malheureusement, j'ai plus que la partie arrière de l'empreinte, donc les talons, etc., et quelques orteils. Mais voilà. Et des photos, énormément de photos que j'ai prises sous différents angles. Alors, en 2008, nous abandonnons le Texas où il n'y a plus rien à ce moment-là à voir parce que la forêt a été visiblement vidée. On a fait une destruction monstre de cochons sauvages. Donc, résultat des courses, les cerfs ont fichu le camp aussi, les poissons ont fichu le camp. Et en 2007, quand nous y allons, nous ne trouverons plus rien d'intéressant et nous décidons. Et je leur propose donc à Léon, je lui dis, écoute, si nous allions voir du côté de la Colombie-Britannique, puisque là, j'ai trouvé des empreintes. Et nous, en 2008, nous rendons là-bas. Avec l'assistance d'un local qui est passionné du sujet, paix son âme, il est décédé il y a quelques mois, c'est Robert Kennedy, non, rien à voir avec le frère du président américain, c'était un homonyme. Et là, durant cette expédition, qui est une des plus marquantes que nous ayons vécues, nous avons entendu 2 cris en réponse à mes appels, parce que j'ai appelé à minuit, en pleine nuit, j'ai lancé un cri, j'ai eu une réponse dans la forêt, j'ai relancé un 2e cri et j'ai eu la même réponse, mais plus proche. Alors, c'était une réponse assez profonde que je compare au cri qu'émet Christophe Lambert dans le film il s'appelle Greystock en 1985 quand il vient jeter au pied des grands singes, des chimpanzés, une panthère noire qu'il a tuée. Alors Greystock, je rappelle, c'est l'histoire, je crois que c'est une des meilleures adaptations que je connaisse des romans d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan. Et Christophe Lambert joue le rôle de Tarzan là-dedans. Alors, on trouve des multiples constructions telles que vous la voyez ici dans la photo. Des signes différents, des croix de Saint-André. Nous avons même des visites autour du camp et des indices probables de sa présence, donc comme des empreintes. Alors Philippe nous a dit que certains objets, certaines choses qui étaient là à notre arrivée n'étaient plus là ensuite. Alors éventuellement des empreintes de pas que nous avons trouvées également. Et Léon me rapporte que lors d'une expédition nocturne dans les bois, il a pu observer à travers de son amplificateur de vision nocturne une espèce de forme humaine qui traversait, je vais dire, pratiquement notre groupe sans faire de bruit, sans dire quoi que ce soit. Alors, se promener dans des bois de conifères sans lumière nocturne, sans faire de bruit et sans risquer de se prendre, un billet par terre volumineux et probablement avec des conséquences style accident qui nous mène à l'hôpital, c'est totalement impossible, sans être conditionné pour le faire. Alors, l'effet d'infrason, moi j'en ai vécu un, donc à ce moment-là, c'est le dernier soir, où dans la forêt, je reçois un choc dans la poitrine lors d'un affût pré-nocturne de fin de journée, de fin d'après-midi, je reçois un choc dans la poitrine, un sifflement d'abord, puis un choc dans la poitrine, et je suis en compagnie de la femme de Robert Kennedy, qui a ressenti la même chose. Alors, il y a eu des disparitions d'objets également, et notamment le transport d'un sac poubelle qui a été ouvert plus loin, donc Léon Brennick pourrait le raconter, qui a été ouvert plus loin dans la forêt. Alors, le sac n'a pas été traîné comme il aurait été par un ours, mais il a été visiblement porté et tranquillement, à l'écart de toute observation, il a été ouvert et les éléments qu'on y trouvait dedans, c'était de la nourriture, etc., ont été visiblement triés d'après ce qu'on m'a rapporté. Donc, il y a une conscience vis-à-vis, et peut-être une recherche de nourriture.
Alors, moi, en 2009, j'y retourne, seul cette fois-là. Je trouve des empreintes de pieds possibles de jeunes et d'adultes. J'entends beaucoup de sons, notamment autour de mon camp, on frappe sur les troncs d'arbres. On a une visite nocturne alors que je suis avec Robert Kennedy. Alors, à ce moment-là, dans le camp, il y avait une caravane qui était laissée là. On occupe la caravane, on dort la porte ouverte et je suis réveillé par de sons d'empreintes de quelque chose, d'un bipède visiblement qui tourne autour de la caravane. Je découvre aussi, c'est sur l'image ici, ce qui ressemblerait à une forme de hutte. Alors dans un creux où il y a des rochers à gauche ou à droite, on a mis des branches comme pour faire un toit, qu'on a recouvert de fougères, qu'on a recouvert de mousse, et en dessous vous voyez l'intérieur. Bon, j'ai eu tort à l'époque, mais j'aurais dû aujourd'hui, je l'aurais exploré un peu plus profondément que je ne l'ai fait à l'époque. Mais bon, j'en ai pris des photos et je ne vois pas un Homo sapiens faire ce genre de construction. Mais je vois bien quelque chose qui a une intelligence proche de la nôtre, de faire une construction de ce type-là avec un toit. Le toit, bon, on peut passer à travers. Je n'avais passé mon pied à travers, mais bon, c'est pas très grave. Alors, cri et grognement suspect, c'est ce que je vous ai dit. Découverte d'une hutte, entre guillemets, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà, 3 reprises au moins de coups sur les arbres, je viens de vous en parler, dont une séquence en question-réponse que j'ai émise, qui a duré à peu près 20 minutes. Au début, c'était une réponse à un cri que j'ai émis, boum, j'ai entendu, l'autre côté d'un petit étang, et pour ne pas complètement me rendre à faune, j'ai continué à taper avec un tronc, je vais dire pas un tronc, une bûche contre un tronc d'arbre et j'ai eu chaque fois une réponse au bout de quelques secondes. Et donc, on a dialogué comme ça pendant 15-20 minutes. Il y a eu 18 à 20 coups. Robert Kennedy était avec moi, avec un de ses amis. Le lendemain, je n'avais rien pour enregistrer. J'y suis retourné. Malheureusement, il y a plus de coups. Et je n'ai plus enregistré que des loups qui hurlaient à quelques mètres de nous. Et malheureusement, ces cris de loups ont été sabordés ou sabotés, si je puis dire, par l'émission de cris d'une rainette qui se trouvait à côté. Alors, le micro a surtout capté la rainette et les loups, on a l'impression qu'ils se trouvent beaucoup plus loin et en fait, ils sont à côté. On a trouvé des constructions, comme je trouve ici le tipi en bas, forme de tipi, on va appeler ça comme ça, et parfois de taille de plus de 2 mètres, 2 mètres 50, voire 3 mètres, voire 4 mètres à certains moments. Et là, je ne vois pas très bien, comme c'est répétitif à certains endroits, je ne vois pas très bien ce qu'un humain, que ce soit même des scouts ou n'importe quoi, ferait avec ce genre de truc au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Surtout que dans certains endroits, il y a d'autres signes, comme des entrelacs, par exemple des branches qu'on a entrelacées, des tiges qu'on a entrelacées entre plusieurs troncs, etc., voire des croix de Saint-André, donc ce sont des croix en X, un peu, on appelle ça croix de Saint-André parce que ça rappelle le drapeau écossais, la croix blanche du drapeau écossais notamment, que l'on retrouve d'ailleurs dans le drapeau britannique. Alors, en 2015, je découvre, lors d'une expédition au même endroit, je découvre une piste de 4 empreintes de pieds adultes sur la berge, sur la plage d'un bassin où arrive une cascade en question. Je récolte l'un ou l'autre témoignage de personnes qui disent avoir vu, et notamment une dame qui était au camp, qui dit qu'elle a vu croiser sur un chemin qui amenait au camp un Sasquatch blanc. Alors, probablement est-il âgé en question, puisque comme chez nous, visiblement, il y a des couleurs de poils différents chez les Sasquatch. Ça peut aller du roux, du brun, du noir, jusqu'au gris et blanc. Alors, c'est peut-être une question d'âge aussi. Ceux qui sont gris et blancs sont peut-être des Sasquatch d'un certain âge. Alors, je repère aussi des cris bizarres en début de soirée. Alors que je suis en train de discuter avec le mari justement de cette dame et qui a son camp là pendant quelques semaines, il squatte là, enfin bon, et donc je discute le soir avec lui et on entend dans la forêt des cris que je peux identifier.
Voilà les questions, les empreintes en question que j'ai relevées. Aussi des tailles de 47 cm, 23, etc. Donc j'ai fait tous ces relevés, j'ai pris de multiples photos. Voici 4 photos des 4 empreintes en question. Alors, le sable, bien sûr, l'endroit, c'est un sable un petit peu rocheux comme ça, caillouteux, et de plus en plus humide. Plus on se rapproche du bassin en question, plus le sable, bien sûr, est imprégné d'eau et est humide. Et on trouve également une piste qui vient de la forêt et qui rentre vers la plage. Je n'ai pas trouvé la piste qui sortait de la plage en question. A-t-il traversé l'eau? Est-il parti plus loin dans la forêt? Je n'en sais rien. Alors, maintenant, le Bigfoot, tout ça, tout ce que je vous ai raconté, est-ce que je vous ai raconté plein de canulars? Est-ce que tout cela n'est pas vrai? Mais avant, je vais voir s'il y a des réponses ou des questions ou des remarques plutôt dans le chat. Voyons un petit peu, je remonte. Voilà, j'ai vu sur le site, alors Jean Roche me dit, j'ai vu sur le site du BFRO un cas du début du XVIIIe siècle en Caroline du Nord. Mais j'ai voulu le rechercher aujourd'hui, comté par comté, pas trouvé. Alors on va le rechercher effectivement. Il y a eu des témoignages, c'est intéressant parce qu'il y a eu des témoignages effectivement au XVIIIe siècle, visiblement vers, moi ce que j'avais 1799, pardon, je suis belge, hein. Alors pour les Suisses et les Belges c'est 1799 et pour les Français c'est 1799, sauf pour les Français du Nord, qui parlent comme nous et qui comptent comme nous. Bien, alors, oui, mais ce serait intéressant parce moi j'avais trouvé qu'on avait des documents tout à fait informes et informels au début et non détaillés à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est intéressant, ce serait intéressant de le retrouver. Arte lui avait consacré un documentaire, oui c'est possible, mais je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu, je n'en sais plus rien. Sur cette reproduction intelligente, la tête de Patty est bestialisée, ce qui lui ressemble le plus est Homo rhodesiensis, d'après l'image où on voit la tête de profil. Alors, bon, on peut discuter, moi j'ai mis une hypothèse qu'on ne serait plus proche pour moi de l'Homo ergaster, Homo erectus. On peut discuter. Léon Brenick, lui, il voit une parenté avec le paranthrope. Donc, le paranthrope est un primate ressemblant à l'Australopithèque. On va dire ça comme ça. Un cousin de l'Australopithèque qui a vécu il y a plus d'1 million d'années en Afrique. Bon, moi, pas trop sur cette théorie. J'irais plutôt vers l'Homo ergaster, Homo erectus. Ce serait plutôt cela mon hypothèse. Alors, bon, pour l'instant, on peut toujours ergoter sur le type d'homo qu'est Bigfoot, mais jusqu'au moment où on sera sûr de quelque chose, pour moi, c'est un point d'interrogation. Alors, je viens de lire et j'ai publié sur mon profil qu'effectivement, sur d'autres endroits, on avait découvert le cadavre d'un bébé loup ou chien primitif datant d'il y a 30 ou 35, 36 000 ans, complètement dans le permafrost, donc au dégel, complètement conservé, les dents, le poil, etc., comme on a découvert des mammouths, comme on a découvert des rhinocéros laineux. C'est très intéressant, mais comme si le bébé, je crois qu'il avait 2 mois, comme si le bébé canidé en question était décédé la veille, hier, alors qu'il a 36 000 ans. Alors on peut peut-être espérer d'une certaine manière avoir le jour de découvrir un jour le squelette, non pas le squelette, mais le corps complet d'un homme préhistorique, autre qu'Homo sapiens, comme on a découvert Ötzi qui n'a que 6500 ans, il faut-il le dire, en Italie, il y a une vingtaine d'années environ. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourra un jour avoir ce bonheur-là? Et à ce moment-là, on pourra dire définitivement oui, un homo, disons Néandertal, un Homo erectus ressemblait à cela, puisqu'on en a un sous les yeux. Mais d'ici là, ce n'est que spéculation et moi, je serai très prudent. Alors, François-Xavier dirait qu'il aimerait avoir une copie de ce film. Oui, je te donnerai plus tard une copie en question. Enfin, non, pas une copie, mais sur YouTube, on peut le trouver une bonne copie du film, on peut le trouver avec une analyse, etc.
Ah oui, c'est peut-être bien. Oui, c'est dans l'Ouest, tout à fait. C'est dans l'Oregon. Oui, oui, je crois que c'est l'Oregon, effectivement. Skookumcast, exactement. Au État de Washington, État de Washington. Oui, bon, Oregon, État de Washington. Bon, de toute façon, ce sont deux États très voisins. Hein. En tout cas, on a vendu. Oui, je l'ai sur ce DVD et on peut encore le trouver. Je crois que je vais en avoir un deuxième DVD prochainement. Non, je peux en avoir j'en ai une copie digitale de ce DVD, effectivement, que j'ai reçu récemment. Effectivement, là, on pourra peut-être faire quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire pour toi, François-Xavier. Philippe, en 2007, 2 sacs poubelles qui ont été emmenés et non un seul. Ok, ça va, c'est une correction. Intéressant. Et c'est ça qui ont été effectivement ouverts. Et effectivement, la femme de Robert Kennedy, quand on lui a dit, mais était venue au camp, elle avait l'habitude de ramener ses sacs poubelles par la suite pour aller les jeter. Et là, elle les avait oubliés, ce week-end-là, elle les avait oubliés. Pas de pièges vidéo. Non. Alors là, il y a une explication pour les pièges vidéo. Des odeurs, oui. Alors des odeurs, certains ont senti des odeurs de charogne en question. Moi pas. Mais Léon Brénic prétend qu'à un certain moment, justement autour du camp que nous occupions et que j'ai continué à occuper d'année en année, et d'ailleurs je vais y retourner, on va en parler tout à l'heure, mais je vais y retourner cette année-ci. Effectivement, il a senti à un certain moment une odeur comme une odeur de charogne en question. Et c'est effectivement des odeurs que des témoins rapportent d'avoir senti une odeur de charogne sans avoir ni trouvé la charogne en question, ni avoir rencontré donc l'origine de cette odeur. Des poils, oui. Moi, effectivement, il y a eu probablement des poils. Il y a eu des analyses qui ont fait. Malheureusement, Brian Sykes, Jean Roche, il est décédé, donc ce ne sera plus son laboratoire qui fera l'analyse en question. Enfin, en tout cas, lui qui fera l'analyse en question, puisqu'il est décédé il y a quelques années. Bien, alors, petite question maintenant. Je vais quand même boire un coup. Voilà. Rassurez-vous, c'est de l'eau. Alors, faites-en de même, si vous en avez l'occasion. Alors, je vais vous poser une question. Donc, vous avez entendu que depuis 200 ans au moins, voire davantage, nous avons des témoignages de rencontres avec des hommes sauvages, avec des gorilles, entre guillemets, etc., etc. Eh bien, dites-moi comment vous allez créer ce canular pendant 2 siècles. Dites-le moi ici. Qu'est-ce que vous allez inventer? Qu'est-ce que vous allez mettre sur place pour le créer? Mais avant, réfléchissez-y. Mais avant, vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même vous montrer. Je pourrais l'oublier malheureusement. Mais alors, avant que je ne l'oublie, je vais quand même essayer de vous montrer le film en question dont je vous ai parlé. C'est humoristique qu'a fait mon ami en question. 2 petites secondes. Alors réfléchissez pendant ce temps-là et moi je prépare le film en question. Alors je ne sais pas s'il y aura le son, mais qui est une espèce de qui est enfin, c'est pas une imitation, c'est un chant indien. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'avoir le son en faisant une copie d'écran. Mais voilà, donc attendez 2 petites secondes que je revienne vers vous, que je fasse la copie d'écran. Voilà. Voyons un petit peu ce qu'on peut faire. Fenêtre, tout l'écran, non. Prenons la fenêtre ici. Voilà, je vais la partager et on va lancer.
Voilà. Voilà. Donc maintenant, ben, on va retrouver d'abord le chat. Est-ce que vous avez pu voir effectivement ce que je vous ai présenté? C'était un petit entracte comme ça. Et bon, comment est-ce que vous allez créer ce canular en question? Dites-moi. J'attends. Sinon, je vous donne la réponse, mais bien sûr. J'aimerais bien que vous me disiez comment vous allez créer tout ça. Ah, vous n'avez aucune idée. Alors, Philippe me dit il faut créer des empreintes sur 200 ans et sur des milliers de kilomètres. Ça, c'est déjà une réponse qui n'est pas mauvaise. Au contraire, même. Quelqu'un a une autre idée? Ah, il y a plein d'idées pour créer un canular. Plein de choses à mettre en place. Alors, les canulars, c'est pas que les empreintes, c'est aussi des observations et des rencontres. Euh, et il y a aussi des structures. Enfin, il y a plein de trucs à mettre en place. Oui, effectivement, il y a des crêtes papier, oui, effectivement, des empreintes digitales sur certains moulages d'empreintes de pied, qu'a relevé notamment les Texans, qu'est-ce qu'il s'appelait encore ouais, son nom m'échappe pour le moment. Chilcutt, je crois qu'il s'appelait. Effectivement, qui travaillait à la police et notamment à la police scientifique, qui a été le premier, Chilcutt, oui, le premier a été trouvé des empreintes de pieds, des empreintes digitales sur les empreintes de Sasquatch, ce qui a été confirmé par Jeff Meldrement, exactement aussi. Alors, ces empreintes, j'ai vu des témoignages, ne correspondent ni à des empreintes de grands singes, ni à des empreintes humaines. Elles ont des sens différents et des dessins différents. Le Scotchois a existé, mais il est disparu aujourd'hui. Et les canulars éventuellement sont récents. J'ai entendu aussi ce genre de truc. Mais bon, pour monter un canular, que faut-il? Il faut des équipes de gens qui frappent les arbres dans la forêt à tout moment, par exemple. Ouais, vous oubliez des choses essentielles pourtant, qui sautent aux yeux. Ça, c'est bon, hein, ce que Philippe dit, ce que Jean dit, Jean Palézy dit, c'est bon. C'est bon, hein, tout ça, c'est bon. Mais il y a des choses plus évidentes à mettre en place. Qu'on a d'ailleurs reproché à Patterson Gimlin, au moment que certains ont reproché quand ils ont vu le film. Je ne dis pas les noms parce que ça vous donnerait un indice pour ceux qui connaissent le sujet. Bien.
Il faut palper les gens au travers de leur tente la nuit dans les campings. Oui, c'est pas bien sûr, mais c'est ça aussi. Mais ce genre de témoignage, ok, oui, on peut. J'y pensais pas, mais on peut, mais plus global, plus global. Bien, alors, on va y aller un petit peu, sinon dans une demi-heure on y est encore, mais tout ce que vous m'avez dit est bon, hein? Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin quand même. Alors, pour monter ce canular, il faudrait du côté du Bigfoot engager un volontaire pour jouer le Bigfoot dans chacune des rencontres qui ont lieu depuis le 19e siècle, au moins. Alors, le BFRO, que tout le monde connaît, ou la plupart des gens, c'est le Bigfoot Researchers Organization. On a recueilli plus de 5000 depuis 1995, date de sa création. Donc, à ce moment-là, alors ce sont des témoignages, parfois ce sont que des empreintes, parfois ce sont que des cris, parfois ce sont des observations, etc. Donc, 5000 témoignages, tout type de témoignages ensemble. Alors, chacun de ces volontaires devra avoir une taille de plus de 2 mètres et une musculature de culturiste, au moins, et de bons culturistes. Au moins Schwarzenegger ou Lou Ferrigno, pour ceux qui le connaissent, ou bien Hulk Hogan, par exemple, décédé également Hulk Hogan. Donc le catcheur Hulk Hogan ou Lou Ferrigno, culturiste également. Alors voilà, donc Lou Ferrigno, je rappelle, c'est celui qui a joué dans les années 80, qui a joué Hulk dans les feuilletons en question. Alors, donc, il faudra lui créer un costume de gorille qui se moule parfaitement à son physique et permette de voir le mouvement de ses muscles à travers lui, donc à travers le costume. Donc vraiment quelque chose d'adapté à chacun des culturistes que l'on va engager. On va trouver des coachs volontaires formés pour leur apprendre à se déplacer comme un Bigfoot. Et donc pas comme un humain. Alors c'est dur quand on sait les performances des Bigfoot que les témoins rapportent avoir constatées, et notamment celle de grimper des collines à la même vitesse que en marchant sur un sol plat, ce qu'un humain ne peut pas faire théoriquement. Essayez, vous avez déjà monté n'importe quelle côte, même petite, chez vous, à la campagne, etc. Vous ralentissez votre pas, et vous ne marchez pas à la vitesse. Vous devez aussi être capable de courir, d'après plusieurs témoignages, à la vitesse d'une voiture, c'est-à-dire à peu près à la vitesse d'un cheval. C'est compliqué tout cela. N'oublions pas que nous sommes depuis 2 siècles, il y a des témoignages. Ensuite, il faudra déplacer ces volontaires sur les lieux des futures rencontres, soit au travers de tous les États-Unis et du Canada, et qu'ils attendent le passage aléatoire d'un humain, randonneur, garde forestier, chasseur, bûcheron, pour passer devant lui, 3 secondes, 4 secondes, ou pour être dans une clairière en question, savoir que le gars est là pour passer dans la clairière, aller comme dans un cas que je connais au Texas, rapporté en 2003, un chasseur qui a surpris une femelle de Bigfoot en train de tuer des jeunes sanglochons qu'il avait appâtés. Voilà, ensuite d'en tuer un et de le prendre sous le bras et de retourner dans la forêt. Donc voilà, il faut déjà faire quelque chose à ce niveau-là et arriver au bon moment. Ah, alors, bon, ici, je vous avais vu avec Roe en question et avec le chasseur dont je viens de vous parler, le risque de se faire tirer dessus. Également chez Patterson, le risque qu'il y avait, bon, on sait que Bobby Lynn avait un Winchester, une carabine Winchester 30-30, je crois que c'est une 30-30 qu'il avait, et vous tirez avec ça sur un être humain, ben le gars il reste sur place, il n'y a pas de problème. C'est le type de carabine que l'on voit un peu dans les westerns. Hein. Donc le gars, il reste sur place. C'est un risque. On n'a pas prévenu le chasseur qu'on allait monter un canular, ben le gars qui voit ça risque de tirer. Bon, alors, ça c'est pour monter ce canular du côté du Bigfoot.
Mais du côté du témoin aussi, il faut prendre en considération. Il faut trouver autant de témoins volontaires que d'observations, soit plus de 5000. Si on veut éviter les rencontres aléatoires, imaginez le temps que passerait le gars sous son déguisement de Bigfoot pour attendre le gars qui va passer dans certaines zones reculées autour d'un terrain de camping, ça peut encore aller, mais pensez à des zones reculées en pleine forêt, comme chez Roe en question, comme chez Patterson, où personne visiblement n'avait prévu qu'ils allaient aller là. Bon, donc imaginez le gars qui va rester des semaines dans son costume de Bigfoot en disant « Ah, peut-être que, hein, bon, on ne sait jamais ». Alors, si on veut créer et filmer quelque chose ou avoir un témoignage complètement farfelu, ben, il faut, enfin, farfelu, non farfelu, au contraire, il faut autant de témoins volontaires que d'observations, donc soit plus de 5000 en question, qui vont trouver les empreintes, qui vont trouver les structures, etc., qui vont croiser des Bigfoot. Ensuite, il faudrait les amener sur les lieux des 5500 ou quelques futures rencontres. Voilà, donc ça demande des avions, ça demande du train, ça demande des voitures. Alors, il y a aussi l'équipement. Hein. Soit il faut louer des motels pour les loger, soit il faut placer des tentes, etc. Ça demande tout un équipement. Ensuite, il faudrait leur communiquer ce qu'ils auront à apprendre par cœur pour le raconter ensuite dans un discours cohérent. Ça, c'est aussi une chose. Afin de repérer que les gars ne viennent pas raconter des trucs qui ne tiennent pas la route. Et donc se fassent repérer comme étant un faker, comme on dit en anglais. Ça, quand ils seront interrogés par exemple, un enquêteur du BFRO. Ensuite, il faudra trouver des écrivains scénaristes qui connaissent les lieux parfaitement pour écrire ces textes de façon cohérente. Donc, il faut d'abord un écrivain qui écrit le texte, puis le gars doit l'apprendre par cœur. De plus, ce gars doit connaître, et l'écrivain et le témoin doivent connaître le lieu où il a rencontré, où il a fait sa rencontre, parce que l'enquêteur va lui dire, bon, ben, si on allait voir sur le lieu, explique-nous où tu étais à ce moment-là, quand tu as vu ou quand tu as découvert, etc. Si ce sont des structures, amène-moi voir les structures et compagnie. Donc, le gars doit connaître parfaitement l'endroit, en plus. Et parallèlement à tout ça, il faudra fabriquer les indices, les empreintes de pas, les structures, les effets sonores, etc. et avoir le personnel pour cette mise en place. Et là, ça rejoint effectivement ce que Philippe disait. Il faut, je crois que c'est Philippe qui disait, oui, il faut des équipes de gens qui frappent les arbres dans la forêt à tout moment, qui créent ces empreintes, etc., qui créent ces pistes, juste un peu avant que le témoin ne rentre contre l'élément en question, parce que sinon, voilà, je fais sur un chemin forestier une piste, et puis un véhicule qui passe, et ma piste, elle est morte, hein, c'est fini. Hein. Donc, il faut choisir son moment. Voilà. Donc, pour monter ce canular, il faudra donc encore être sûr qu'aucun de ces acteurs complices, tout au long de sa vie, ne révèle la supercherie à quiconque et n'en profite financièrement ou pour acquérir une quelconque célébrité, cela à aucun moment jusqu'à sa mort. De même, il faudra veiller que, éventuellement, sa famille et ses proches à qui il aura raconté son aventure, en espérant qu'il ne le fasse pas, se taisent aussi. Donc, donc tout cela, il faudra gérer tout ça et coordonner tout cela tout seul. Oui, parce que on sait très bien qu'un canular, c'est comme une conspiration, elle ne réussit bien que si on est tout seul à la monter. Si on est deux, il y a déjà 50% de risque que votre compagnon aille le raconter. Plus on est dans le montage d'un canular ou d'une mystification, et plus on a de risques qu'un jour ou l'autre, quelqu'un vienne dire « Ah oui, mais en telle année, moi j'ai participé à ceci et à cela ». Et c'est vrai pour le Bigfoot, mais on ferait une parenthèse, c'est vrai aussi pour tout ce qu'on raconte sur les ovnis, les témoignages et compagnie, et dans d'autres sujets. Donc, il vous faudra un staff de plusieurs dizaines de collaborateurs, voire centaines de collaborateurs au cours du temps, pour monter tout ça et pour gérer
également pour gérer tout ça à tous les endroits. Je vous dis, les gars qui l'amènent, tout ce staff en question, au-delà du faux Bigfoot et du témoin. Et tout ça, pour financer tout ça, il vous faudra un budget colossal de millions, voire de milliards de dollars, et être sûr que ce système fonctionnera encore bien après vous, comme il fonctionne depuis au moins 2 siècles, et que dans 2 siècles, il continuera à fonctionner de cette manière. Donc, avoir l'argent pour ça, c'est-à-dire des moyens colossaux, le budget d'un État pour le faire, voire de 2 États. Alors, bon, donc pour financer cela, alors, à moins de menacer tous ces gens de mort s'ils parlent, ainsi que toutes les personnes qui seront détentrices du secret, mais là encore, donc il faudra ce budget à moins de les menacer de mort. Mais là encore, il faudra engager et payer des tueurs à gages et entrer alors dans tout à fait un autre système qui est un système criminel, une société criminelle. Et dans quel but finalement? Puisque personne jusqu'à présent n'a tiré dans quel but? Prouver quoi? Qu'il y a eu quelque chose avant les Amérindiens, enfin les ancêtres des Amérindiens, qu'il y a eu d'autres espèces, dans quel but? Pourquoi tout cela? Ce serait plus facile de trouver un squelette, ou de chercher des squelettes, ou de chercher des restes comme on a fait pour le mammouth et le loup ou le chien primitif dont je vous ai parlé. Alors voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Donc, pour moi, le côté canular, c'est absolument à mettre de côté. Mais les gens qui vous disent que c'est un canular, ils ne pensent pas à tout ça. Et au coût que ça de monter une organisation de canular pareil. Alors, revoyons un petit peu ce que vous me dites. Il faudra palper, oui. La musculature ne suffit pas, il faut pouvoir se déhancher aussi bien que Patty pour regarder derrière, entre autres, c'est ce que je disais. Donc, entraîner la personne dans le costume à avoir des mouvements et à avoir des gestes qui ne sont pas des gestes habituels à l'Homo sapiens, à un moment donné, et à tout moment même, d'y penser. Parce que c'était pas prévu que Patterson est tombé, a filmé, il est tombé, il a filmé. Alors, un comportement aussi que l'on a relevé chez Patty en question, donc cette femelle, c'est qu'elle s'éloignait du groupe Patterson-Gimlin en marchant. Moi, je vois quelqu'un qui s'approche de moi, surtout avec une carabine. Qu'est-ce que je fais? Je détale. C'est ce qu'on fait quand on se fait attaquer. C'est ce qu'on fait. Instinctivement, on cherche à fuir et on détale. Non, elle s'éloigne, tranquille. Elle se retourne, tranquille. Salut les gars, je m'en vais, hein. Vous inquiétez pas, je m'en vais. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi un comportement qui n'est pas naturel pour un être humain. Surtout face à 2 gars qui surgissent dans une clairière où je suis, avec un fusil en main. Wow, les gars, mes fesses, pardon, hein. Alors, on continue pour divers endroits de rasie. Oui, effectivement, ici on parle du Bigfoot, mais ce serait valable également pour l'Almastie, pour l'Almas dans l'Altaï, etc. Je veux dire, leur positionnement non compatible. Effectivement, le cas de Patty, il y avait pas aussi la question des articulations des coudes et les genoux qui n'étaient pas compatibles avec l'anatomie humaine. Effectivement, c'était un cas. Donc voilà, effectivement, il faudrait un costume avec des bras qui atteignent à peu près les genoux, comme chez Patty, alors que nous, on atteint le haut des cuisses avec nos bras. Et il faudrait encore que ces bras en question puissent avoir une structure qui permette de bouger les doigts, qui permette de bouger les poignets, les coudes, etc. Compliqué tout cela, surtout en 1967. On n'est pas au XXIe siècle avec des robots, avec alors qu'aujourd'hui on est capable de mettre des mains articulées, différents systèmes de prothèses articulées, etc. Et on le voit dans les films récents, style Planète des singes, récents, hein, pas les premiers films des années 60.
On le voit dans les films de Tim Burton, par exemple, où les acteurs, effectivement, il y a eu tout un système où on les a munis de prothèses et compagnie, et puis on a recréé l'image en image de synthèse et compagnie pour en faire des chimpanzés, pour en faire des gorilles réalistes. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Remettons-nous, ne faisons pas d'anachronisme, remettons-nous aux capacités technologiques de l'époque. D'ailleurs, à l'époque, Walt Disney, qui était le nec plus ultra des trucages, donc les studios Walt Disney ont dit qu'ils ne pourraient pas faire cela, et que si jamais on leur présentait le gars qui est dans ce costume ou qui a créé ce costume, ben il est tout de suite engagé. On lui signe tout de suite un contrat. D'ailleurs, on peut comparer ceci avec les films de l'époque, La planète des singes, j'en ai parlé, mais aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit des hommes primitifs tout au début du film, qui ne correspondent pas, même s'ils sont pas mal techniquement, surtout, moi je me souviens dans le 2001 de l'espace, ils sont remarquablement bons pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que Patty montre dans le film de 67. Virginie, oui, dans le documentaire L'abominable homme des bois en 2011, une équipe analyse le film de Patterson en reconstituant en 3D le paysage et le Bigfoot et arrive à la conclusion que les articulations de Patty ne peuvent pas coller avec celles d'un humain, même de 2,30 m. Oui, je crois savoir maintenant de quel film il s'agit. Voilà, donc le canular, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Alors, pour ceux qui sont restés ici, ceux qui vont rester, c'est très bien, c'est super. Est-ce que j'avais quelque chose pour vous? Non, mais j'aurai quelque chose pour vous si vous restez à la deuxième partie. Alors, on va faire un tout petit break. Bon, dis-moi si vous avez vu le film là que je vous ai présenté, que mon ami a créé, le film humoristique en question. Alors on peut discuter sur la crédibilité du Bigfoot qu'il présente, mais c'est pas grave, c'est un gars qui est ici, hein, et ça n'a pas vocation d'être réaliste. Bon, alors qu'est-ce que vous m'en dites ici? À propos de films réalistes, oui, je fais une parenthèse. Vous savez qu'on est en train de mettre sur pied justement un film en réalité virtuelle avec mon ami Vincent Nafréchou, qui est le concepteur de l'affaire. Et nous aimerions bien, on a ouvert un crowdfunding, je me demande si je l'ai pas. Sinon, laissez-moi votre adresse ou je vous donnerai en fin d'émission, je vous donnerai le lien. Alors, on va ouvrir officiellement le crowdfunding le 21 mars. On cherche une certaine somme d'argent, si mes souvenirs sont bons, c'est 14 900 €. C'est peu, c'est beaucoup, mais c'est peu pour une réalisation cinématographique. Alors, tout sera expliqué à ce moment-là. Alors, vous suivez, je fais encore j'envoie des emails pour le moment de préinscription, inscrivez-vous. Vous ne risquez rien, un crowdfunding, donc c'est un financement participatif. On est tous gagnants, on est tous perdants. Ça veut dire que si on n'atteint pas la somme visée, eh bien, tous ceux qui ont investi à ce moment-là récupèrent leur argent. Si on atteint la somme visée, tous ceux qui ont investi reçoivent les cadeaux et les compensations, on appelle ça, pour lesquels ils ont financé. Ça peut aller de 20 € jusqu'à 6 000 €, hein, si vous voulez. Et c'est libre, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est libre. Donc ça c'est bien, il n'y a aucune obligation. Mais on aimerait bien y arriver, parce que si on n'y arrive pas, alors personne ne reçoit rien, ni nous, ni les investisseurs, mais ils ne sont pas débités de leur compte non plus. Donc ils ont rien perdu, personne ne perd rien. C'est pas un investissement où j'ai raté, c'est pas comme un jeu de loto, hein, où quand on perd au loto, on ne récupère pas sa mise. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors peut-être que je vais voir si je l'ai quelque chose à ce niveau-là. Oui, non. Oui, j'ai quelque chose. Oui. Oui. Alors, voilà. Je suppose que vous le voyez.
J'espère que j'ai pas fait une erreur de lien. Sinon, vous me le dites et je vous renverrai le bon lien. Alors, c'est une préinscription. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'entrer une fois que ce sera lancé. Ici, la préinscription vous avertira au moment où le projet sera lancé. On a déjà, et vous le verrez, j'ai déjà investi une partie de la somme. Donc, il faudra que je la récupère effectivement pour pouvoir vous présenter quelque chose d'un petit peu concret. Et on espère peut-être aller plus loin. Si on dépasse la somme, ce qui est toujours possible, eh bien, c'est comme si on a la somme plus, eh bien, on pourra faire encore davantage que ce qu'on a prévu. Et c'est en réalité virtuelle, donc il y aura un visionnage. Et certains d'entre vous, à un certain niveau, seront invités au lancement avec le visionnage. J'ai financé pour le moment des casques de réalité virtuelle qui vous permettra d'assister au lancement. Alors la date du lancement, j'ai une idée, mais je n'entre pas encore ici. Bien, alors, on va peut-être un petit peu parler d'autre chose. Attendez, on va terminer ceci et on va présenter autre chose. C'est la proposition que je voulais faire. Restez jusqu'à la fin, vous aurez un cadeau ou même 2 cadeaux peut-être. 2 cadeaux, je vais vous offrir. J'ai une proposition passionnante à vous faire maintenant. Alors, c'est celle de devenir membre des Sasquatch Expéditions. C'est une expédition, donc des expéditions destinées à faire date et à entrer dans l'histoire des sciences. C'est donc de venir nous rejoindre sur le terrain. C'est rejoindre donc un groupe de 3 personnes maximum cette année-ci. On pourrait être plus nombreux, mais j'ai décidé de me limiter à 3 cette année-ci. Je verrai par la suite si je peux augmenter le nombre, mais normalement c'est 3. Pourquoi 3? Parce que ça permet de louer un véhicule. Dans un véhicule, on peut mettre le chauffeur plus 4 autres personnes. Donc voilà, 3 personnes, c'est bien parce qu'il y aura des bagages à mettre dedans. Donc c'est pour ça qu'on se limite à 3 personnes. Et pour gérer, c'est plus facile de gérer 3 personnes que d'en gérer 8. Alors, vous aurez personnellement l'occasion d'enrichir les connaissances de l'humanité par nos découvertes. Et chaque fois qu'on fait des découvertes, c'est le cas. Il vous faudra cependant supporter un certain inconfort dans une nature sauvage. Oui, effectivement, ce n'est pas le resort et l'hôtel 4 étoiles où on passera la nuit ou la journée, on ira faire une petite excursion en forêt et puis le soir, on rentrera, on prendra un apéritif, etc. Et là, vous dormirez dans une chambre 4 étoiles. Non, ça, c'est pas le cas. Je pourrai peut-être un jour mettre sur place si j'ai Tom Cruise qui décide de venir et que non, peut-être. Et encore lui, je suis même pas sûr qu'il n'accepterait pas d'aller sous tente. Mais voilà, donc ce sera pourquoi sous tente et dans un terrain de camping? Parce que là, on sera au milieu de la forêt. Philippe connaît bien l'endroit. On sera au milieu de la forêt, autour de tout et directement sur le terrain pour vivre éventuellement des aventures comme nous les avons vécues les années précédentes. Alors, je mettrai à votre disposition des appareils performants, appareils de vision nocturne, j'ai une caméra thermique, j'ai plusieurs appareils de vision nocturne, des enregistreurs. Bien sûr, vous pouvez amener vos appareils aussi si vous le désirez, appareils photo, caméscope, etc., etc. C'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune obligation d'utiliser mes appareils, mais ils seront à votre disposition. Alors, on mettra en place des techniques spécifiques pour inciter les Sasquatch à nous approcher et entrer en contact avec nous. Alors, ce seront des appâts. Moi, je l'ai fait en 2000, je ne l'ai pas raconté, mais je l'ai fait en 2009. J'ai mis des appâts qui ont été enlevés, mais d'une façon qu'un ours ne l'aurait pas fait, un écureuil ne l'aurait pas fait, par exemple, parce que l'appât était trop gros et la façon dont ça a été enlevé, ce n'est pas possible que ce soit un de ces animaux-là. Un peu comme les 2 sacs poubelles en question dont on parlait tout à l'heure. Alors, quels sont les objectifs à terme? Alors, bien sûr, démontrer l'existence sans aucun
aucune équivoque du Bigfoot grâce à du matériel technologique performant et ramener donc des preuves qui, j'espère, pourront être regardées et analysées par des personnes spécialisées et autorisées à le faire. Éventuellement, maintenant, depuis quelques années, il y a l'ADN environnemental qui n'existait pas encore en 2008 et 2009, que l'on peut faire des relevés. Alors, maintenant, sur des empreintes, récolter du sable, par exemple, dans l'empreinte, ça permet de faire une analyse génétique à ce niveau-là et voir s'il s'agit d'un humain ou pas. Alors, bon, peut-être que je connais l'une ou l'autre personne en Belgique, en tout cas, qui est capable de le faire, qui a un laboratoire pour le faire. Alors, c'est aussi important de mettre en place et de mettre en jeu une association privée telle que l'Association belge d'études et de protection des animaux, animaux rares, qui est la BEPA, dont je suis le président depuis pas mal d'années d'ailleurs. Donc, des citoyens privés, vous, plus cette association, dans la découverte d'une espèce et de l'étude d'espèces non encore reconnues. Je n'ai pas dit inconnu ou non découvert, j'ai dit non encore reconnu, dans le but bien sûr de les faire reconnaître. Alors, elle peut constituer un complément tangible et efficace, donc ces expéditions, aux actions d'ONG comme le WWF, l'UICN et d'autres qui protègent la nature. Et effectivement, il y a eu des cas de découverte d'animaux, de nouveaux animaux, notamment au Vietnam, je pense au Vikwang et au fameux le pseudorix du Vietnam, donc qui a permis de faire d'autres découvertes dans la zone d'autres animaux et de protéger la forêt en question et le biotope dans lequel ces animaux vivaient. Donc c'est important aussi, si on parvient à finalement faire reconnaître l'existence du Sasquatch, de mobiliser ces gens-là et d'avoir des actions qui bénéficieront à toute la faune du Canada et de la région, en tout cas, où on l'aura découvert. Alors, c'est ce que je disais, peut jouer un rôle majeur dans la prise de conscience de la nécessité de protéger la nature et sa biodiversité. C'est un corollaire et ça renforce, puisque quand on présente au public des choses importantes, des grandes découvertes d'animaux de grande taille, etc., ça les impressionne plus que de leur discuter, de leur parler d'un insecte qu'on a découvert, d'une souris qu'on a découvert, une nouvelle espèce de souris par exemple, ou de rongeur. Si on découvre une nouvelle baleine, un nouveau type de baleine, un nouveau type de grand singe par exemple, ça touche plus le public donc que la découverte d'une nouvelle araignée par exemple, ou d'un insecte. Alors, comment se déroulera la prochaine Sasquatch expédition? Ouais, j'ai vu que j'ai fait une faute parce que j'ai changé un terme. Malheureusement, je n'ai pas corrigé. C'est pas grave. Alors, cette année, c'est moi qui vous accompagnerai sur le terrain, bien sûr, depuis le lieu de votre prise en charge jusqu'au jour de votre départ. Alors, comme vous le savez, je suis vétéran de plus de 20 expéditions, 24-25 expéditions en Amérique du Nord. J'ai un brevet officiel de guide nature et j'ai une formation de guide accompagnateur en randonnée. Et donc, c'est moi qui vous guiderai dans un endroit que je connais. Alors, par rapport aux dates que je vous donnerai, moi, je serai quelques jours avant, question de repérer le terrain et de voir s'il y a des choses intéressantes ou pas, effectivement, et où se trouve-t-elle, où vous y amenez. Alors, moi, c'est mon souhait le plus cher, c'est que vous reveniez comblé par les découvertes qu'on aura faites et vos expériences de terrain en disant ouais, c'était vraiment génial. Bon, moi j'ai toujours en général trouvé ça génial, même si certaines années je n'ai malheureusement rien découvert, mais ça, c'est les expéditions, donc je ne vous promets pas qu'on va voir des Sasquatch, je ne vous promets pas qu'on va trouver des empreintes, mais des structures, il y aura beaucoup de chances que oui, parce que pratiquement j'en vois chaque fois. Aurons-nous des coups dans les arbres et des questions-réponses à nos actions? Peut-être que oui, mais ça, je ne peux pas vous le promettre. Comme quand vous allez en Afrique, par exemple, en safari, on ne peut pas vous promettre que vous verrez des lions. Peut-être que oui, mais ce n'est pas sûr. Quand vous allez en forêt, on ne peut pas vous promettre que vous verrez tel des sangliers, par exemple, ou ici, et en France, des loups, par exemple.
On fera tout pour, mais c'est pas garanti, on n'est pas au cinéma, on n'est pas dans un documentaire. Alors, un exemple de programme, par exemple. Bien le premier jour, vous serez, comme je vous ai dit, je vous reprendrai à l'aéroport de Vancouver ou un lieu que je vous désignerai à l'avance et de là, on rejoindra le camp. La première nuit d'observation et d'écoute de la faune sauvage. Alors ici, c'est un exemple type de programme. Bien sûr, comme vous êtes dans la nature, ça peut être tout à fait différent ce que nous allons vivre, mais c'est un exemple, par exemple, d'un programme type. Alors, deuxième jour, le lendemain, je vous ferai un briefing sur l'équipe. Je vous donnerai les consignes, le rôle de chacun et un petit cours pratique sur une façon de relever une empreinte, par exemple, et d'autres choses. Et nous allons explorer la zone autour du camp afin de découvrir si des indices de présence se trouvent. Et nous ferons un night shift, donc un afflux de nuit. Troisième, quatrième jour, exploration de la zone et recherche d'indices. Donc, on continue, placement de pièges optiques et d'appâts, éventuellement, comme on a vu chez Roscoe-Cast. Ça, si on trouve des zones sensibles et intéressantes, on posera des appâts. Des pièges optiques, j'en ai plusieurs aussi. Donc ça, je peux en emmener également plusieurs. Alors, s'il y a des Belges ici, avec les Belges, on pourra se repartir. Si des Belges viennent avec nous, on pourra se répartir certains éléments parce que nous sommes limités, c'est important de dire, nous sommes limités au côté poids dans les avions. Alors, la limitation est simple. Pour les sacs les mallettes ou les bagages en soute, c'est 23 kilos. 23 kilos chacun, hein, et 23 kilos, on y arrive vite. Alors, il n'est pas question, parce que j'ai connu l'expérience, de mettre 20 kilos dans un et 26 kilos dans l'autre, par exemple. Non, c'est 23 dans chaque, ou 20 et 23, mais pas question de transférer des poids d'un sac à l'autre. Bien. Alors, c'est 10 kilos pour les sacs de cabine, exclus de ces 10 kilos les ordinateurs, etc., que l'on peut prendre à côté, et quelque chose que l'on peut prendre à côté. Mais en tout cas, un sac de 10 kilos, plus quelques petits avantages comme un sac d'ordinateur. C'est toujours intéressant éventuellement. Alors, cinquième jour, exploration de la zone, affût de jour et relevé d'indices. Il y aura bien sûr, chaque nuit, on fera un night shift. Cinquième, sixième jour, exploration de la zone, ça je viens de le dire là. Ah, je refais un double diapositive. Bon, c'est pas grave. Le septième jour, démontage du camp et nuit dans un motel. Alors le cinquième, sixième jour, oui, exploration de la zone, bilan des découvertes et night shift. Donc on fera un rapport, on verra un petit peu ce qu'on a découvert, on fera toutes les mesures, on complétera les informations, on fera des photos, etc., etc. Alors, le septième jour, on arrive à la fin, on démonte le camp, on passe une nuit dans un motel, question de prendre enfin une bonne douche et enfin avoir un bon lit après avoir dormi sous tente pendant une semaine. Et le huitième jour, c'est retour vers l'Europe et arriver à Paris le lendemain. Voilà, et de Paris, chacun retournera chez lui à ce moment-là, de Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, tout le monde retournera chez lui. Alors, au retour de l'expédition, vous aurez un certificat encadré, on prendra l'affaire tout à l'heure, certifiant votre participation. Vous pourrez montrer à tout le monde en disant fièrement, regardez, j'ai participé à une expédition de Sasquatch et j'ai découvert des choses et vous pourrez en parler largement comme je le fais ce soir. Et vous serez invité à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie cette année-ci. J'espère pouvoir mettre sur pied fin de l'année en question. Du moins, on va se battre pour. Alors, vous serez pleinement informé des plans et des activités des Sasquatch Expéditions et vous serez invité à y participer dans la mesure où vous le souhaitez. Et bien sûr, vous aurez accès à vie aux archives et aux découvertes que nous aurons. Alors, je vous demanderai, bien sûr, de ne pas les diffuser sans m'en avertir, etc. Mais afin qu'on le fasse ensemble. Et je ferai demain, on dira, voilà, j'ai un article que je vais publier là-dessus ou un bouquin là-dessus. Et donc, on sera ensemble pour le faire.
Alors, plus important encore, vous emporterez avec vous une expérience unique dans votre vie, avec plein de souvenirs à raconter, comme je vous l'ai fait ce soir, et comme d'autres, comme Philippe qui est ici, Philippe Coudray ce soir, pourraient vous en raconter aussi. Voilà. Qu'est-ce que comprend le montant de votre participation si vous désirez participer? Ah bon, l'allocation des 4x4, des 4x4, donc du véhicule, l'essence, tous les services de l'hébergement une fois la prise en charge faite à Vancouver, les repas de votre prise en charge à votre retour à Vancouver, le passage, les passages en ferry, parce que pour aller, que ce soit sur l'île de Vancouver ou bien on ira peut-être, on verra un petit peu comment ça se passe, on ira peut-être faire une petite visite à l'île de Vancouver, ça pourrait être un objectif pour les années suivantes. Il faudra prendre en tout cas le ferry pour aller là, à l'endroit où je vais vous amener. Alors j'ai mis traversier parce que les Canadiens, ils appellent ça un traversier. Je trouve que, parce que bon, ils essaient de chasser le plus possible les termes anglais ferry boat, ferry, non, ils préfèrent utiliser traversier. C'est pas mal comme idée, comme nom. Les frais d'organisation et d'accompagnement, bien sûr, la mise à disposition du matériel de recherche, appareil optique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et les formations de terrain, ce que vous en retirerez, la façon de faire des plâtres, par exemple, de plâtrer, les empreintes, etc., éventuellement, si ça se trouve. Toutes choses dont vous pourrez vous servir plus tard. Alors, ce que ne comprend pas le montant de votre participation, votre voyage aller-retour, donc vos déplacements entre chez vous et l'aéroport Charles de Gaulle et les vols. Pourquoi ? Parce que justement, je n'ai pas, comme ils changent, les tarifs changent tous les jours, je ne sais pas à quel moment vous allez vous inscrire, et aujourd'hui c'est peut-être 900 € et demain, surtout avec les événements actuels, moi j'ai déjà mon billet, mais surtout avec les événements actuels, ça peut être 1500 € de passer de 900 à 1500 €. Ça peut être le cas, je n'en sais rien. Donc voilà. Votre assurance voyage individuelle full option, c'est ce que je vous conseille de prendre donc la complète en question. Au cas où il y aurait un problème de santé, on peut toujours y avoir un accident, hein, on peut toujours se chuter, se faire une entorse, se briser une jambe, devoir amener à l'hôpital. Donc c'est très bien d'avoir une assurance voyage individuelle qui couvre le tout, parce que je vous garantis une hospitalisation au Canada, si vous n'êtes pas canadienne, ou canadien, vous casquerez. Donc il vaut mieux une assurance voyage. Et important aussi, une autorisation électronique de voyager sur le territoire canadien, ça coûte pas très cher, c'est valable plusieurs années, mais c'est obligatoire aussi. Au moment, ce sera contrôlé au moment de votre entrée sur le territoire canadien. Les Américains ont mis ça sur place et maintenant les Britanniques ont mis ça sur place aussi, puisqu'ils sont sortis de l'Europe. Alors, toutes vos dépenses personnelles, vous décidez d'acheter des cadeaux, c'est votre problème à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est à votre charge aussi, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qui n'a pas été spécifié, c'est toujours les choses auxquelles je n'ai pas pensé précédemment. Alors, nos bonus gratuits, bien sûr, j'en vous ai déjà parlé. Une entrée gratuite à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie. Le certificat encadré dont je vous ai parlé. Alors, une réduction de 10% lors de votre participation au prochain Sasquatch Safari. Là, j'ai oublié de changer le nom parce que j'appelle ça Sasquatch Safari ou Sasquatch Expédition. C'est la même chose. Donc, réduction de 10%. Alors, quand on arrive à une somme, c'est quand même important, 10%. Vous verrez tout à l'heure. Une réduction de 10% également si vous inscrivez en même temps que vous une deuxième personne à la Sasquatch Expédition de cette année. Et un équipement complet de camping, une tente, un sac de couchage, un matelas pneumatique. Si vous n'en avez pas, attention, vous devrez ramener tout ça à la maison. Donc, veillez à avoir un sac ou éventuellement, vous devrez, alors il y a un truc, si jamais au passage au checking, on vous dit, ah non, votre sac est trop grand, payez pas de supplément, on m'a donné ça comme truc là-bas, une employée m'a donné, achetez un sac dans une boutique, mettez-le, ça vous coûtera moins cher de vous payer un deuxième sac que de payer le supplément. Voilà, c'est un truc que j'ai moi-même dû pratiquer, hein. Donc j'ai des sacs chez moi, au moins pour 2 ou 3 personnes.
Alors, le total des bonus, c'est plus de 1 500 € si vous faites tout ce calcul. Et nos garanties, si une situation imprévue l'exige, nous reporterons sans frais votre inscription au prochain départ possible. Alors, ça, on y a pensé au moment du Covid. Maintenant, on y pense vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Pour le moment, on ne sait pas très bien comment ça va tourner. J'espère que ça ne nous impactera pas trop, même si ça commence un petit peu au niveau des frais d'essence. Mais au niveau des voyages, j'espère que ça ne va pas nous impacter. Alors, dépêchez-vous de le faire, de vérifier. Je n'ai pas vérifié les tarifs des vols aujourd'hui, mais vérifiez-le quand même et inscrivez-vous rapidement au risque de devoir payer beaucoup plus cher demain ou après-demain. Alors, si les sommes que vous auriez éventuellement versées restent possibles, les sommes que vous m'avez versées, pas les vols, puisque je vous dis ça, je n'y interviens pas, mais reste possible sur votre demande. Voilà. Donc, que devez-vous faire maintenant? Eh bien, vous devez vous décider de voyager aux dates que je vous ai choisies, du 23 au 30 mai 2026 avec le retour ici, et tout à fait, enfin ici en Europe, le 30, puisqu'il y a un décalage horaire, le 31, donc retour ici. Ça, vous devez le faire, donc rapidement, ce sont les dates que vous devez fixer. Alors, voilà, si vous avez un certain sens de l'aventure, un esprit pionnier, et vous êtes attaché à ce que cette expédition ait une importance scientifique, vous le croyez, eh bien, rejoignez-nous rapidement et bon, peut-être ne laissez pas votre chance passer cette année, car peut-être qu'elle ne se représentera plus. Alors, le montant de votre participation, et là, je vous garantis que j'ai fait un calcul, mais le plus serré possible, j'arrive à 3 495, 3 495 €, mais n'oubliez pas qu'il y a le montant des bonus à côté, qui donc est aussi un grand avantage sur cette somme, hein, et que vous pouvez diminuer de cette somme en quelque sorte, puisque ce sont des bonus en nature la plupart. Donc voilà, donc 3 495,95, c'est le tarif le plus bas que j'ai pu trouver à ce moment en comprimant le tout, je vous le garantis. Donc les locations, les frais de sur place, etc., j'arrive à ceci. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas nécessairement prendre une décision maintenant, vu la somme en question, mais vu la situation actuelle, quand j'ai fait créer ce PowerPoint, on n'était pas encore dans la situation politique actuelle, eh bien, dépêchez-vous quand même, hein, comme je vous ai dit, si vous décidez, ne tardez pas. Alors, maintenant, si vous avez des questions dans le chat, dites-le moi, et en attendant, je vais vous donner les cadeaux que vous pouvez télécharger. Je vais essayer de les trouver. Voilà, alors, je l'offre, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, voilà, alors c'est le guide du petit tracker, du parfait tracker de Bigfoot. Vous avez déjà des indications et un exemplaire des actes d'un colloque que nous avons donné il y a... non, c'est pas ça. C'est des yeux dans la nuit non, c'est un autre texte, les yeux dans la nuit en Colombie-Britannique, puisque c'est là que nous allons aller cette année-ci du côté de Vancouver. Voilà, je partage avec vous les 2 PDF que vous pouvez télécharger. Et n'oubliez pas surtout pour le moment, ça c'est très important pour le moment, de notre animation en réalité virtuelle, d'y participer. Ce serait vraiment chouette. Alors, plus on sera pour y participer, plus de gens viendront effectivement. Préinscrivez-vous pour le moment. Quand je vous ai dit préinscrire ne veut pas dire que vous devez vous inscrire par la suite une fois qu'elle sera lancée. Mais bon, vous serez averti automatiquement du moment du lancement qui aura lieu le 21 de ce mois. Voilà, bien, alors, voyons un petit peu, y a-t-il des questions? Donc, envoyez-moi un email dans les 48 heures si vous le désirez, dire je réserve ma place, ça vous pouvez le pré-réserver votre place. Elle ne sera validée qu'au moment du paiement, bien sûr, mais ce seront celles
dans la validation qui se seront inscrites, les personnes qui sont inscrites les premières, qui seront dans les 3 premiers réservés. 1, 2, 3, eh ben, si c'est 4, 5, 6, si 1, 2, 3 a versé sa participation, 4, 5, 6, ben, on regrettera, mais ce sera pour l'année prochaine, à moins que d'ici là, je puisse trouver un autre arrangement. J'ai une idée en tête, mais c'est pas encore garanti. Alors, votre email doit contenir vos noms, prénoms et numéro de téléphone pour la Belgique. Si vous êtes hors Belgique, en France, par exemple, ou en Suisse, Messenger, c'est mieux. Ça coûte aussi beaucoup moins cher pour l'un comme pour l'autre. Et nous pouvons discuter à ce moment-là pendant des heures. Alors, je vous rappellerai dans les 24-48 heures à ce moment-là et on discutera et je répondrai à d'autres questions si j'ai pas pu répondre à toutes les questions ce soir. Alors, les détails, voilà pour l'offre en question. Voilà, donc les détails, c'est cryptozoologia.my.calva.site/sasquatch-safari-2026. Notez-le. Allez voir, tout ça vous est décrit en détail beaucoup plus. On reprend ce que je vous ai expliqué ici, plus d'autres choses. Donc, toujours intéressant d'aller voir. Et là, vous pourrez vous inscrire également, pas uniquement m'envoyer un email, ce que vous pouvez faire, mais vous pouvez vous inscrire directement à partir du site aussi. Je vous laisse. En attendant, je vais voir au chat ce qui se passe. Ah, Jean me dit qu'il ne peut rien télécharger pour le moment. Pas grave, soit tu les as déjà, soit je te l'enverrai, Jean. Dès que tu pourras le faire, et envoie-moi éventuellement un mail en me disant, voilà. Et je t'enverrai tout ça, soit par mail, soit par un système de transfert style Swiss Transfer ou WeTransfer. Voilà, bien, il est quelle heure? 21h48. Alors, je suis en train de réfléchir pour faire encore plein de choses après. Dans les mois, dans les semaines qui suivent, j'ai beaucoup de projets, mais pour le moment, je vais surtout me concentrer sur 2 choses. C'est l'animation en réalité virtuelle. J'y tiens beaucoup parce que ça permettra de façon un peu réaliste à se plonger dans le décor des forêts nord-américaines, de voir un Bigfoot qui sera, je l'espère, le plus proche possible d'un vrai Bigfoot, parce que tout ce qu'on voit dans les films et les documentaires sur les hommes préhistoriques ou les films sur le Bigfoot, ce n'est pas la réalité, puisque au meilleur des cas, ce sont des acteurs déguisés, même si c'est bien fait. Hein, c'est bien fait, et je pense notamment à Jack Link's Jerky, les publicités de Jack Link's Jerky, qui sont des publicités Messing with Sasquatch, ça c'est le nom, qui sont très rigolotes, c'est un peu des blagues de potage. Le Bigfoot est super bien fait, je trouve. Bon, je ne sais pas s'il est réaliste, ça, quand j'aurai l'occasion de croiser un Bigfoot en vrai, je pourrais dire, oh là, c'est pas tout à fait vrai. L'autre, bien sûr, référence pour moi, d'une certaine manière, on peut estimer, c'est Ariel Anderson pour le film, ou Sasquatch and the Anderson, ou Bigfoot and the Anderson selon les titres. Là, c'est un film des années 80 qui a été remis en feuilleton après. L'acteur qui jouait là-dedans était un acteur noir américain basketteur qui avait plus de 2 mètres. Malheureusement, il est décédé du sida qu'il a attrapé suite à une transfusion en 1992, donc en 1992. Mais bon, ça, ce sont 2 références. Je viens de voir justement et d'acheter et de voir une dernière production, c'est Sasquatch Sunset. Ça ne vaut rien. C'est en dessous tout. Je suis déçu, absolument déçu de ce film. Pourtant, je crois qu'il a gagné l'un ou l'autre prix, mais je me demande comment. C'est vraiment, c'est rien, c'est rien. On voit que ce sont alors ça a été inspiré bien sûr
produit Jack Link's Jerky, là, de la série de gags humoristiques dont je vous ai parlé. On voit que c'est des costumes d'acteurs. Les acteurs font tout ce qu'ils émettent comme son, c'est comme des chimpanzés. On a l'impression qu'ils découvrent leur environnement. C'est vraiment qu'au niveau de l'intellect, c'est vraiment au niveau plus bas que le chimpanzé. Ils n'ont pas les tailles requises. On voit qu'ils ont des tailles humaines. C'est vraiment, mais non, c'est vraiment je crois que c'est le film le plus mauvais sur un Bigfoot, sur une représentation de Bigfoot que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, il y en a une série. Si c'est pas mis un des films, si c'est pas le plus mauvais, c'est un des plus mauvais. J'en parlerai à une autre occasion d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est le genre que je veux pas produire. Absolument pas. Bien, alors, encore quelques questions? Oui, non, sinon, ben, nous allons clôturer ce soir cette conférence en question. J'espère, comme je vois que tout le monde est resté jusqu'à la fin, je vois que je suis assez satisfait de moi, il faut un peu s'auto-congratuler. Et j'espère que malgré tout, elle vous a plu aussi de ce côté-là. Et je souhaite que nous partions ensemble en Colombie-Britannique et que j'aurai l'occasion de vous présenter grâce à votre participation, ce projet de famille de Bigfoot en 3D et en réalité virtuelle. Parce qu'avant de faire la réalité virtuelle, il faut passer par une création en 3D. Voilà, donc j'espère que tout cela nous fera avancer. Alors oui, il y aura, je vous dis, le colloque en fin d'année, mais là, il y a beaucoup de choses que je dois voir et revoir. Je n'ai pas encore les conférenciers pour le moment. Je vais commencer à m'y mettre à la chasse aux conférenciers et puis voir un peu le thème qu'on va utiliser. Je regrette le décès de certains de nos amis. Nous allons leur rendre hommage ce soir. C'est Jeff Meldrum d'un côté, puis de l'autre côté, celui qui vient de nous quitter très inopinément, c'est Benoît Grison à un âge, à 62 ans, c'était pas un âge pour décéder subitement de ce qu'il a eu. Et non plus pour Jeff Meldrum qui avait 67 ans, vous imaginez, c'est trop jeune que pour disparaître. Ce sont deux personnes qui étaient essentielles pour nous. Je regrette une seule chose, c'est que ni l'un ni l'autre n'a eu l'occasion de venir à nos événements. Alors Jeff, je l'avais invité il y a 2-3 ans et puis il m'avait dit que l'année en question, il n'était pas disponible aux dates, mais qu'il viendrait volontiers plus tard. Et puis il y a eu le Covid et compagnie et ça n'a jamais pu se faire. Et Benoît, je l'ai invité de multiples fois et il n'est jamais venu non plus. Et ça, je le regrette. On se connaissait personnellement pourtant. J'avais été reçu chez lui il y a quelques années. Je l'avais rencontré pour la dernière fois en Corse en 2015 lors d'un week-end de cryptozoologie. On était plusieurs, Michel Rénal qui était là aussi. Bon, ben voilà. Mais ça, je le regrette un petit peu malheureusement. Mais ça, je ne m'attendais pas à ces deux décès en quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Je crois que ce sont de grandes pertes pour nos recherches. Je ne crois pas, j'en suis même sûr. Voilà, donc on aura une pensée pour ces personnes-là, on a une pensée pour cette personne-là et voilà. Bien, alors maintenant, nous allons clôturer. Une dernière question, une dernière remarque, non? Est-ce que vous avez tout pu télécharger ceux qui pouvaient le faire? Oui, non, ok, il n'y a plus personne. Alors je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier d'être là ce soir. Et je vais voir si j'ai le temps de faire une autre vidéo sur un autre sujet. Alors, vous pouvez aussi me suggérer des sujets, soit sur le Bigfoot ou sur autre chose, et voir ce que j'ai déjà en préparation. Sinon, laissez-moi un petit peu de temps, le temps de trouver les documents, de les lire, de les traduire éventuellement et de les synthétiser, et ensuite d'en faire un exposé. Voilà. Alors, Virginie, Jean, pluriel, Philippe, pluriel, je vous remercie à tous d'être venus ce soir et nous allons quitter. Je vais faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye bye.